Bonjour et bienvenue dans Aux Avant-Postes, l'émission qui cherche un sens au chaos du monde. En Europe, l'heure est au réarmement numérique. Face aux cyberattaques de plus en plus nombreuses et de plus en plus menaçantes, l'Union européenne renforce son arsenal juridique. Terminé le temps des recommandations. Dorénavant, les entreprises doivent se plier à une législation de plus en plus contraignante. Pour en parler, je reçois Sonia Cissé, avocate au cabinet Linklaters, et Thomas Hutin, qui dirige l'activité cybersécurité chez FTI Consulting, un cabinet de conseil spécialisé dans la gestion des crises et de la transformation des entreprises. Bonjour à tous les deux. Je voudrais qu'on commence par vous faire réagir par ces images-là. On était le 31 août dernier et l'avion de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui se rendait en Bulgarie, a eu quelques difficultés, notamment le GPS est tombé en panne. Et heureusement, tout s'est très bien passé. On a récupéré les vieux instruments pour se diriger. Tout s'est bien passé, sauf que quand elle a atterri, la porte-parole de la Commission européenne a désigné tout de suite un coupable sur cette cyberattaque, c'était la Russie, on l'écoute. Nous sommes bien sûr conscients et habitués d'une certaine manière aux menaces et aux intimidations qui sont une composante régulière du comportement hostile de la Russie. Bien sûr, cela ne fera que renforcer encore davantage notre engagement inébranlable à renforcer nos capacités de défense et à soutenir l'Ukraine. Alors je précise tout de suite que le 4 septembre dernier, le Premier ministre bulgare a un petit peu démenti le fait que la Russie était expressément visée comme responsable de cette attaque. En gros, cet incident, cette cyberattaque, qu'est-ce qu'elle vous inspire, Thomas Hutin ? Moi, ça illustre un peu, c'est une nouvelle forme de conflictualité. On appelle aussi effectivement guerre hybride, qui sont un mélange d'opérations conventionnelles, d'attaques cyber, mais de désinformation. Aujourd'hui, dans le domaine de l'aéronautique, c'est un vrai problème, ces opérations de brouillage du signal GPS. Voilà, les avions utilisent principalement ce signal GPS pour se déplacer, se positionner et faire les approches. Et d'avoir un signal brouillé, ça perturbe énormément le trafic. Il y a eu plusieurs exemples, beaucoup autour de l'Europe de l'Est, des Baltiques, mais également du Moyen-Orient. Et il y a même eu un exemple où en fait le signal n'a pas été simplement brouillé, mais il a été modifié. C'est-à-dire qu'on a donné une mauvaise position. Et donc on imagine facilement les difficultés et les risques que cela peut poser si un avion n'est pas dans le couloir aérien où il doit être, mais s'il est par exemple à la limite, voire s'il entrait dans l'espace aérien d'un pays pour lequel effectivement son plan de vol n'est pas prévu. Donc c'est vrai que ça pose des vraies difficultés à l'aéronautique aujourd'hui. Sonia Cissé, ça vous surprend qu'une grande personnalité politique européenne soit elle-même l'objet et la victime d'une attaque, si toutefois c'est bien une cyberattaque ? Alors malheureusement pas, tout simplement parce qu'aujourd'hui, personne n'est à l'abri des cyberattaques, les personnes physiques, les personnes politiques, les grandes entreprises, les petites entreprises. Je pense que le mot a été passé, il ne s'agit pas de savoir si on va être victime d'une cyberattaque, mais quand. Très clairement, on va faire le point justement sur l'état de la menace. Je vous propose de regarder ce schéma. En fait, c'est un certain nombre de chiffres que j'ai tirés de l'ENISA. L'ENISA, c'est l'agence européenne de cyber, donc qui nous défend sur ce plan-là. Bon, elle considère que l'état de la menace dans l'Union européenne, c'est 40%, un peu plus de 40% d'attaques DDoS, c'est des attaques déni de service. Donc, on envoie un maximum de mails pour faire en sorte que le site ne fonctionne pas. Plus de 25%, c'est de rançon JCL, donc on va demander de l'argent parce qu'on a bloqué le système, et 19% vol de données. Là encore, Thomas Hutin, Sonia Cissé, ça vous surprend ou pas ? Ça illustre un peu les différentes formes de la menace. La première, on parle d'attaque par déni de service, c'est-à-dire un ensemble de personnes vont aller au même moment en fait pour saturer un site internet. Un ensemble d'ordinateurs. D'ordinateurs qui sont lancés et au même moment ça va saturer un site qui va être plus accessible. Et là on parle plutôt d'activisme, des gens qui utilisent des moyens informatiques pour faire la propagande des idées ou manifester son mécontentement. Il peut y avoir un autre élément qui est la cybercriminalité, avec ces rançons logiciels ou ransomware, effectivement en anglais, qui vont chiffrer toutes les données des entreprises et qui vont
demander une rançon pour avoir accès de nouveau aux entreprises. Alors, il y a des montants, effectivement, qui sont variés. Les attaquants peuvent regarder, d'ailleurs, en fonction de la société, du chiffre d'affaires, tout à fait, qu'est-ce qu'elles peuvent se permettre quelque part. Et donc, mais on a vu des montants qui on parlait plutôt de dizaines de millions d'euros, des choses qui peuvent être extrêmement lucratives. Et si jamais ce levier de chiffrement des données, c'est-à-dire l'entreprise est bloquée, elle ne peut plus opérer, elle n'a plus accès à ces systèmes informatiques, il y a un autre vecteur qui est le vol de données qui est indiqué aussi, qui peuvent être combinés les deux, rançon logiciel et vol de données. Il dit si jamais vous ne payez pas, non seulement vous n'avez plus accès à vos données, mais en plus, je vais publier les données que j'ai volées. Et donc, ça, c'est un levier extrêmement important sur les entreprises, parce que les données, c'est le patrimoine informationnel des entreprises, c'est les contrats avec les clients, c'est les projets stratégiques, c'est le savoir-faire, c'est la propriété intellectuelle, c'est les coûts, etc. Et on imagine que si des concurrents pouvaient avoir accès à ces informations, ça pénaliserait sévèrement l'entreprise. Sonia Cissé, l'ENISA, donc, qui est l'agence cyber européenne, insiste en particulier sur peut-être de nouvelles menaces. Vous me dire si vous êtes d'accord, c'est le cyberespionnage et la manipulation de l'information. Oui, tout à fait. Alors effectivement, on voit ces nouvelles formes de cybercriminalité, comme le disait Thomas. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il faut s'attendre à tout. Avec l'intelligence artificielle, avec l'innovation et l'inventivité aujourd'hui des cybercriminels, on parle donc de ces deux menaces. Il y en aura d'autres dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, l'Union européenne s'est dotée d'un arsenal législatif très important pour essayer de prévenir autant que possible le risque de cyberattaque. On va y venir. Qui sont les attaquants ? Il y a ces grandes familles-là, effectivement, on a parlé de cybercriminels, c'est les criminels, ils veulent de l'argent, soyons clairs. Deuxième famille, en fait, les activistes, c'est plus pour des idées, pour la propagande. Et ça peut être des États. Et après, le troisième, c'est plutôt l'espionnage. Sonia faisait référence à ça. L'espionnage, c'est plutôt des services de renseignement étatiques qui veulent avoir accédé à des informations. On imagine que si un service a l'accès en temps réel aux informations d'un ministère, d'une organisation, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Donc, c'est des attaques qui ne font pas de bruit, qui peuvent durer pendant longtemps, qui sont difficiles à détecter parce que c'est réalisé par des acteurs très sophistiqués avec des moyens informatiques. Est-ce qu'on peut imaginer aussi que ce soit une entreprise qui attaque une autre pour lui voler ses secrets industriels, ses plans, ses prototypes ou pas ? C'est arrivé ou pas ? On ne peut pas l'exclure. Maintenant, ça ne fait pas la presse, la une des grandes presses. Mais ce n'est pas à exclure, effectivement. Encore une fois, c'est là une question d'appât du gain. Thomas a mentionné tout à l'heure le fait qu'on pouvait revendre les données. On se connaît tous sur ce qu'on appelle le dark web, c'est-à-dire c'est Internet de la criminalité, où même un jeu de données peut être vendu très cher, tout simplement, puisqu'on peut ensuite en détourner ces informations pour usurper l'identité, pour revendre les jeux de données d'une entreprise. Enfin, il y a énormément de choses aujourd'hui qui rendent cette activité très lucrative, effectivement. Thomas Hutin, je voudrais revenir sur cette question entreprise contre entreprise. Oui. Entre entreprises, Maître Cissé dira, c'est que c'est pas légal, on peut pas faire ça, très clairement, très clairement. Donc, moi je connais pas de pratique, de grandes entreprises qui se livrent à des opérations. Mais victimes, je vous parle du côté victime. Est-ce qu'il y a eu dans vos clients des entreprises qui ont été victimes de ça ? Tout à fait, beaucoup effectivement. Les 11Z, et à chaque fois, c'est une crise. C'est vrai que des fois on dit une attaque cyber, ça doit pas faire tellement mal. Non, c'est une vraie crise d'entreprise. Les systèmes sont paralysés, on peut plus échanger, on peut plus produire, on ne peut plus envoyer. Effectivement, la logistique, souvent, est impactée. On ne sait pas où sont les pièces, on ne sait pas où sont les stocks, on ne sait pas qui sont nos clients. Et donc, l'entreprise est complètement bloquée. Et donc, ce qui impacte, bien sûr, son chiffre d'affaires, sa relation client, ses engagements contractuels. Et donc, ça peut mettre des entreprises qui peuvent être dans des difficultés économiques, et leur faire basculer, malheureusement, de l'autre côté. Mais dans tous les cas, ça impacte l'entreprise dans toutes ses dimensions. Toutes les entreprises. Toutes les entreprises. Petit, grand, tout le monde, effectivement. Vos clients, c'est plutôt des multinationales. Alors, on voit les deux, mais effectivement, ça peut être des grandes entreprises, ça peut être des ETI, mais avec des opérations. On avait une ETI qui avait des opérations aussi à l'étranger, en Asie, au Japon, à l'international. Et on voit qu'effectivement, dans ces crises-là, il y a une dimension très technique. Qu'est-ce qui s'est passé, comment l'attaque est rentrée, par où ils sont passés, parce que je vais devoir comprendre qu'est-ce
quelles sont les données qui ont été accédées, quelles sont les données qui sont sorties du système d'information, voilà, quel sera l'impact potentiel. Il y a des obligations réglementaires sur lesquelles Sonia pourra revenir. Et donc, effectivement, il faut traiter l'ensemble. Et à chaque fois, c'est des choses qui durent longtemps, qui fatiguent l'entreprise, qui ont des impacts sur leur chiffre d'affaires, sur leur rentabilité et sur leur compétitivité. Alors justement, pour la réaction de l'Union européenne, j'ai listé, vous allez voir, un certain nombre de textes. Il y en a eu beaucoup. Hein. Ouais. Donc moi, j'en ai sélectionné quelques-uns. D'abord, la directive Nice 2 qui élève encore plus le niveau, l'exigence de niveau de sécurité des entreprises, mais aussi des administrations. DORA, qui est le Digital Operational Regulation Act, qui concerne plutôt le secteur financier. CRA, lui, qui concerne les produits, donc tout ce qu'on a comme montres connectées, etc. Et REC, qui est la résilience des entités critiques directives, donc évidemment toutes les infrastructures sensibles. Sonia, si il fallait ces textes, il fallait durcir ou pas d'un point de vue juridique? Oui, la réponse est claire, c'est oui, tout simplement parce que, on vient de l'évoquer, le risque cyber, il est multiple, il est grandissant, il est évolutif, et effectivement, le législateur s'est rendu compte qu'un texte ne suffisait pas nécessairement à couvrir ce risque et donc est allé chercher par secteur. Donc vous avez Nice 2 qui effectivement couvre plutôt les moyennes et grandes entreprises, même les petites. Ça c'est Nice 2 donc, ouais. Graduée. Puis DORA. Qui vient plutôt traiter le secteur financier. Vous avez effectivement le Cyber Resilience Act, donc le CRA, qui lui se penche plutôt sur les produits et les services qui contiennent par exemple des logiciels embarqués. Et donc on vient, je dirais, relever le niveau de cybersécurité de l'ensemble des acteurs du monde, du marché, en les ciblant directement ou en faisant des réglementations plus générales. On relève et on contraint les entreprises. Absolument. En quoi on les contraint ? On les contraint à une forme de, je dirais, de santé cyber. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'on force les dirigeants de ces entreprises à se former au risque cyber, à comprendre, à l'anticiper. On force également les entreprises à notifier les incidents de cybersécurité, puisqu'il y avait quand même une culture pendant quelques années de silence suite à une cyberattaque. On avait honte. Donc là, c'est obligatoire. Absolument. Aujourd'hui, vous devez notifier aux autorités à l'administration nationale, vos incidents de cybersécurité. Ouais. Et c'est très important parce que ça permet à l'ensemble de l'écosystème de comprendre le risque cyber et surtout de l'anticiper à son tour. Point important également, il y a des obligations de mise en place de mesures techniques et organisationnelles. Il ne s'agit pas simplement de s'assurer que le système d'information fonctionne, il faut s'assurer que tout dans l'entreprise, toutes les personnes qui collaborent dans cette entreprise, puissent... Donc sensibiliser l'ensemble des salariés. Alors, au regard de leurs tâches, évidemment, et de leurs implications dans un système d'information, mais effectivement, ça, c'est l'obligation. Ça, il faut prouver qu'on a fait ce travail au sein de l'entreprise. Il faut le documenter. Il faut tracer toutes ces responsabilités qu'on a mis en œuvre, toutes ces mesures qu'on a mis en œuvre au sein de l'entreprise. Et il faut faire des exercices aussi d'intrusion ? Effectivement, c'est recommandé. On recommande recommandé ou obligatoire ? C'est obligatoire pour certains textes. Typiquement, DORA oblige à pour la finance, des tests de résilience. Absolument. Et c'est très important parce que l'idée, c'est une cyberattaque arrive. Si personne ne sait quoi faire, comment le faire et dans quel délai le faire, je dirais, les conséquences sont encore plus graves que quand vous êtes entraîné. Cyberattaque va arriver, mais vous savez réagir rapidement, vous savez qui contacter, vous savez quoi mettre en place. Évidemment, vous minimisez les conséquences. Alors, ces textes ont 2-3 ans. Oui. Il y en a qui vont entrer en vigueur obligatoire d'ici 2025. Oui. Concrètement, les entreprises sont-elles prêtes et appliquent-elles ces recommandations ? Alors, beaucoup d'entreprises sont prêtes. Moi, j'ai un chiffre d'un avocat spécialisé qui nous dit que seulement 5% des entreprises seraient prêtes au 17 janvier 2025. Alors, 5%. Pour DORA. Effectivement. Pour le secteur financier, peut-être 5% au 17 janvier 2025. Je ne sais pas si ces 5% sont réalistes. Ouais. Néanmoins, ce qu'on voit, en tout cas, et parmi les clients de mon cabinet, c'est que les entreprises font vraiment un effort pour se mettre en conformité. La conformité n'est peut-être pas totale à 100%, mais il y a une véritable prise de conscience du risque cybersécurité, des obligations réglementaires qui visent à prévenir ce risque, et les entreprises essaient. Mais comme l'a dit Thomas, il s'agit de mettre en place énormément de ressources, donc de moyens,
en plus des activités quotidiennes des entreprises qui doivent rester compétitives. Et donc, évidemment... Il y a un chiffre du FMI, Fonds monétaire international, qui nous dit que ces 2 dernières années, les incidents informatiques, pas cyberattaques, qui est compris dedans, c'est 12 milliards de dollars de pertes. Oui. Franchement, 12 milliards de dollars de pertes, si elles investissent, les entreprises, elles sont gagnantes. Oui, mais c'est comme pour tout, c'est-à-dire que c'est un effort de conformité, c'est un état d'esprit. Et par moment, une entreprise, elle peut, quand bien même elle comprend le risque, il est difficile de se dire qu'on va réserver une partie de sa trésorerie à quelque chose de très hypothétique. Thomas Huttin, c'est la difficulté. C'est vrai qu'intellectuellement, on se dit, mais c'est dans l'intérêt de les entreprises de se protéger, de gérer le risque cyber, d'augmenter sa défense. Mais ce que j'ai vu, et je suis intervenu chez un certain nombre de clients, et des clients me disent « Ok, c'était prévu, je devais le faire ça, je devais mettre en place ce dispositif de sécurité, mais pour des questions budgétaires, ça a été décalé à l'année prochaine. » Moi, je suis triste pour eux, effectivement. Et voilà. Donc, il y a cette prise de conscience. C'est de la conformité, à partir du moment où il y a des règles. Mais là, pour moi, ça permet d'avoir le débat à plus haut niveau. On est allé trop loin, Thomas Huttin ? Non, on n'a pas été trop loin. Pour moi, c'était nécessaire. Parce qu'effectivement, dans les entreprises, ceux qui pratiquent la cybersécurité sont persuadés. Les responsables cybersécurité savent, mais ils ont besoin de ressources, ils ont besoin de l'appui, en fait, de leur comité exécutif, de leur conseil d'administration. Ils ont besoin d'argent ? Ils ont besoin d'argent, éventuellement. Besoin de temps. Et c'est ça qui est intéressant aussi, effectivement, dans ces textes-là, c'est que ça implique la gouvernance de l'entreprise, le plus haut niveau de l'entreprise. Ça doit être un effort d'entreprise. Ça peut pas être simplement un responsable cybersécurité, un directeur des systèmes d'information qui, tout seul. Donc, c'est le plus haut niveau de l'exécutif de l'entreprise. Exactement. Est-ce que c'est pas un dossier qui enquiquine généralement les patrons ? Alors, j'imagine que c'est pas leur priorité, qu'ils ne se réveillent pas le matin en disant qu'est-ce que je vais faire de la matière cyber, mais de toute façon, si on se projette plus loin, la data, la transformation, le cloud, l'IA, etc., nécessitent la cybersécurité. Ils doivent passer par là. Ouais. Donc ces textes-là mettent le sujet sur la table, font qu'ils en parlent, ils se préparent. Après, à nous également, l'écosystème, cyber au sens large, de dire, on est au niveau, on peut exposer les risques cyber. Il n'y a rien de très compliqué à comprendre quels sont les grands risques cyber d'une entreprise. Tous les dirigeants doivent comprendre et regarder s'ils allouent assez de ressources, de budget. Les grandes entreprises ont les ressources. On les ressources. Qu'est-ce qu'il en est des PME, PMI ? Est-ce que vous les voyez ? Est-ce qu'elles sont dans vos radars ou pas ? Oui, bien sûr. Déjà, elles sont également capturées par le texte. Donc, elles ne sont pas... Notamment par Nice 2. Exactement. Ouais. Donc, elles ne sont pas exclues de ces textes-là. Donc, elles ont des obligations qui sont, pour le coup, qui sont proportionnelles à leur taille. Donc, ce n'est pas les mêmes obligations pour une grande entreprise que pour une petite ou une moyenne entreprise. Et effectivement, vous avez, encore une fois, c'est un état d'esprit. Donc, vous avez parfois des dirigeants de petites entreprises qui sont prêts à tout mettre parce qu'ils ont l'impression qu'il faut absolument qu'ils couvrent ce risque. Et vous avez des dirigeants de plus grandes entreprises qui sont peut-être moins sensibles. Tout est une question de sensibilisation. Est-ce que le risque pour l'entreprise, c'est qu'un jour, il y ait une inspection ? Ou est-ce que ce n'est pas prévu dans ces nouveaux règlements des inspections ? C'est tout à fait prévu. Par l'autorité ? Tout à fait. C'est tout à fait prévu. Et c'était déjà prévu avec le règlement général sur la protection des données. RGPD, absolument, le RGPD. C'est prévu également sur Nice 2, sur DORA. Elles ont des autorités qui ont la capacité de venir vérifier ce qui se fait dans les entreprises. Et donc, c'est évidemment à garder en tête quand on décide de réfléchir à sa conformité. Thomas Huttin, petites, moyennes entreprises. Oui, c'est un challenge. Il faut qu'elles soient au courant. Et c'est vrai qu'il va falloir communiquer beaucoup. Certaines, à travers notamment le biais de fédérations professionnelles, travaillent sur le sujet. Mais c'est vrai que là, on est en train de passer à l'échelle. On parle de 15 000 entités pour Nice 2 en France. Donc, il va falloir communiquer de manière très large. Il y a beaucoup d'initiatives de l'ANSSI en ce sens-là. Mais il faut aller certainement plus loin. Voilà. Et après, il faudra qu'elle consacre des moyens, comme on l'a dit, et il faudra que l'écosystème, les offreurs français, fournissent des solutions, mais c'est un écosystème qui est dynamique. Il y a des solutions logicielles qui sont développées en France, il y a des services, il y a des conseils pour accompagner ces entreprises-là. Merci beaucoup. On passe à notre chronique dans le radar. Allez, un livre, une étude, une enquête qui nous a interpellés cette semaine. Aujourd'hui, une étude de l'ONG des droits de l'homme, Amnesty International, qui appelle, c'est son titre, à rompre avec les géants de la technologie, autrement dit avec les GAFAM. Pour en parler, je reçois Katia Roux d'Amnesty International. Bonjour Katia Roux. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous reprochez
aux GAFAM, aux géants de la tech américaine? Alors, quand on parle des GAFAM ou des Big Tech, en fait, on parle d'une poignée d'entreprises qui possèdent une influence énorme sur les infrastructures, sur les normes, sur les services et qui façonnent littéralement toute notre vie en ligne. Eh bien, cette position dominante, elle se fait au détriment de nos droits humains. C'est ce qu'on leur reproche, c'est-à-dire que pour maintenir ce pouvoir, effectivement, ça a un coût. Et ce coût-là, ça va être notre droit à l'information, notre liberté d'opinion parfois. Ça peut aussi être notre droit à la vie privée parce que ces plateformes, ces big tech, en fait, reposent sur un modèle de surveillance qui s'appuie sur une captation massive de données. Et donc, aujourd'hui, on considère que ce pouvoir-là doit être démantelé, qu'il faut lutter contre ce monopole, qu'il ne s'agit pas simplement qu'une question d'équité de marché, mais aussi d'une urgence en matière de droits humains. Lutter, démanteler, mais pourquoi pas réguler d'abord? Alors, la régulation, elle est absolument nécessaire. Aujourd'hui, il y a déjà des textes qui sont mis en place pour pouvoir réguler, poser des obligations aux grandes plateformes du numérique, notamment au sein de l'Union européenne, mais on voit bien qu'il y a une résistance. Et justement, cette position dominante des big tech leur accorde aussi un pouvoir d'influence sur les cadres réglementaires. Et aujourd'hui, on se rend compte que le droit à la concurrence est largement sous-utilisé dans une perspective de droits humains, précisément pour pallier les risques en matière de droit et pour les amener à leurs responsabilités. Donc oui, il faut réguler, oui, il faut poser des obligations à ces GAFAM, à ces grandes plateformes du numérique, mais on pourrait précisément travailler main dans la main, spécialiser droits humains et régulateurs pour aussi utiliser les lois qui régissent la concurrence, les cadres antitrust et pouvoir précisément protéger les droits humains. Mais justement, la Commission européenne vient récemment d'infliger près de 3 milliards de dollars d'amende à Google. Donc ça devrait vous réjouir, comme quoi ces big tech sont bien encadrés ou pas? Alors, bien encadré, c'est ensuite en fonction de effectivement la mise en œuvre en fait des avertissements, des sanctions. Ce qu'on a pu constater, c'est que les amendes qui peuvent être effectivement assez élevées, finalement aujourd'hui sont inclus dans les coûts d'exploitation de ces big tech. Leurs chiffres d'affaires sont phénoménaux. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est important de pouvoir imposer des sanctions, mais il faut vraiment pouvoir les réguler. Et on voit bien qu'il y a aussi une résistance de la part de ces big tech vis-à-vis des cadres réglementaires. Récemment, il y a eu une autre décision qui concernait Google sous appel en fait du gouvernement américain qui voulait que Google se sépare de Chrome, son navigateur, justement en raison de sa position de monopole. Un tribunal de San Francisco. Et donc, effectivement, le tribunal américain a finalement décidé que Google n'avait pas à vendre son navigateur de recherche. Or, on sait que Google Chrome repose, là encore, sur une captation massive de données personnelles, toute une économie de la surveillance, et que tout ça est incompatible avec notre droit à la vie privée et les droits humains en général. Qu'est-ce que ça voudrait dire, Katia Roux, de démanteler concrètement ces big tech? C'est-à-dire qu'il faut arracher Chrome à Google, il faut que Facebook n'ait plus non plus d'autres services? Alors ça peut vouloir dire effectivement obliger par exemple Google à vendre Chrome, ce que n'a pas fait précisément le tribunal américain. Ça peut aussi vouloir dire bloquer des fusions et des acquisitions. On voit bien que ces plateformes fonctionnent aussi en captant d'autres entreprises. Meta a racheté WhatsApp, a racheté Instagram et renforce ainsi son monopole et empêche l'émergence d'alternatives plus respectueuses des droits humains. Donc oui, ça peut passer par le fait d'obliger à se séparer de certains services, certaines plateformes, à bloquer des fusions et des acquisitions. Ça peut aussi être d'autres mesures plus, on va dire, comportementales, par exemple, obliger les entreprises des réseaux sociaux à fonctionner un peu comme les plateformes de messagerie électronique, donc pouvoir effectivement interagir entre eux. Aujourd'hui, les plateformes des réseaux sociaux fonctionnent en silo. Donc cette interopérabilité pourrait être une mesure imposée aux plateformes et permettre donc de pouvoir casser, lutter contre ce monopole qui, encore une fois, a une forte incidence sur nos droits. Dernière question, Katia Roux, est-ce que vous souhaitez également que les big tech chinoises soient démantelées parce qu'elles sont aussi puissantes, notamment TikTok, etc. Alors, nous, dans le cadre de ce rapport, on a vraiment enquêté sur les 5 géants du numérique que sont Google, Meta, Microsoft, Amazon et Apple. Donc, les recommandations de ce rapport concernent ces entreprises-là parce qu'on a enquêté sur effectivement leur modèle d'activité. Par ailleurs, on a aussi
beaucoup de recommandations à l'égard d'autres plateformes du numérique, et TikTok en fait partie, puisque TikTok aussi a un modèle de fonctionnement qui repose aussi sur la captation des données personnelles, qui aussi porte atteinte aux droits humains, notamment des jeunes, notamment à la santé mentale, en les entraînant dans des spirales de contenu toujours plus toxiques, avec une conception addictive, donc des choix de conception délibérés qui rend addicts les jeunes utilisateurs et utilisatrices. Donc oui, on a aussi des recommandations à l'encontre des TikTok. D'une manière générale, l'ensemble des grandes plateformes du numérique doivent prendre leurs responsabilités en matière de respect des droits humains. Merci beaucoup, Katia Roux. Je comprends que vous ne puissiez pas réagir sur le plateau parce que ce sont justement, figurent parmi vos clients, ces géants américains. Merci à tous. Aux avant-postes, c'est terminé. Vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.